Alors il y a un dernier sujet que je voulais aborder dans le débat de ce soir, qui va vers sa fin. Donc c'est évidemment la question de la coopération, puisque la journée aujourd'hui à l'ULB est la journée de la coopération, et que cette notion de coopération au développement est née dans le contexte post-colonial, qui restait un contexte de domination. Donc la notion même de coopération au développement porte sur les épaules un héritage bien lourd. Alors voilà, Pierre Desmarais, comment est-ce qu'on peut aujourd'hui repenser cette notion de coopération ? Mais moi, le terme de coopération en lui-même ne me dérange pas. Les universités coopèrent, les scientifiques coopèrent, nous coopérons, nous échangeons, nous partageons énormément. La coopération au développement. Mais le terme de développement, j'y viens. Moi, alors le terme de développement, là, j'y suis profondément allergique. Hein. Si on ouvre le dictionnaire, l'exemple qu'on donne dans le Petit Robert, c'est le développement de l'enfant. Hein. Donc tout est dit sur le côté paternaliste de cette notion-là. Sur le côté aussi extraordinairement eurocentrique ou occidentalocentrique de développement. Il faut développer les gens à notre image. Alors ça, je crois qu'on a clairement dépassé cet aspect-là. Pour ce qui est de la coopération, elle a, je pense, tout à fait sa raison d'être, mais aussi une série d'effets pervers. Et dans un certain nombre de pays et d'États, l'État n'assume pas ses responsabilités. Il abandonne ça à une multitude d'ONG, de bailleurs de fonds et d'autres. Et comment espérer qu'un jour, un État qui ne prend pas ses responsabilités, qui n'a pas de responsabilité, qui est déresponsabilisé par l'aide, finalement devienne un État véritablement responsable dans le plein sens du terme. Donc ça, c'est pour moi un des grands dangers de l'aide. Je pense que il y a de plus en plus la nécessité pour l'Afrique de se penser et de décider elle-même et de cesser d'être dans cet état de dépendance aussi. Parce que quand on regarde aussi les revenus d'un certain nombre d'États, eh bien, plus de 50% du revenu de l'État vient de l'aide extérieure. C'est évidemment une très mauvaise situation à long terme. Alors, dans cet aspect de la coopération, je crois que les universités peuvent avoir un rôle important. On l'a rappelé il y a quelques instants, le rôle des intellectuels, le rôle de l'université, le rôle des étudiants comme contestataires, comme contre-pouvoir aux dérives autocratiques est extraordinairement important. Et l'autre aspect qui me semble aussi tout à fait important de l'université, c'est justement son côté multidisciplinaire, la capacité d'articuler différents savoirs, comme on le faisait anciennement au niveau du village, au niveau du quotidien de beaucoup de populations. Mais maintenant, les savoirs sont devenus extraordinairement spécialisés. Et donc, c'est un des paradoxes. Hein. Pour faire carrière, il faut être hyper spécialisé. Et en même temps, un certain nombre de découvertes importantes et de répondre aux besoins du monde proviennent du fait que l'on parvient à mélanger et à travailler sur des problèmes extraordinairement complexes de façon inter- et multidisciplinaire. Donc je pense que là, l'université, dans des réflexions de développement, a un rôle fondamental à jouer, et aussi de travailler sur l'interface entre l'appliqué et la recherche désintéressée, la recherche blue sky, comme on dit en anglais. Et de ce point de vue-là, moi, je rêve de certaines universités en Afrique qui assumeraient pleinement leur rôle et qui deviendraient des véritables pôles de développement local, à la fois observatoires du changement, notamment du changement urbain. Hein, un des aspects de l'explosion démographique, c'est une explosion aussi de l'urbanité. On va vers 40 millions d'habitants à Lagos, 30 millions d'habitants à Kinshasa. Ça pose des problèmes d'une échelle insoupçonnée, évidemment. Et donc, l'université je pense, dans le monde d'aujourd'hui, une multitude d'actions et le fait qu'il y ait un volet, je salue vraiment la naissance de ULB Coopération, je crois que c'est vraiment un lieu majeur pour articuler différents niveaux de savoir et de réflexion. Les universités africaines, vous l'avez mentionné tout à l'heure, toutes ne sont pas dans un contexte très favorable au développement de la pensée. Les chercheurs sont parfois dépourvus de moyens. Beaucoup de bons chercheurs africains dépendent de l'argent de la coopération étrangère pour pouvoir mener à bien leurs recherches. Alors, qu'est-ce que cela peut... Comment voyez-vous l'avenir ?
Écoutez, je dirais que il y a une réflexion globale sur la condition étudiante, sur la condition enseignante qui se pose un peu partout dans le monde. En Afrique, c'est effectivement beaucoup plus accentué du fait du retard qui a été accumulé depuis les fameuses indépendances, à savoir que la question des universités africaines a toujours été problématique du point de vue du contenu de ce qui était enseigné, mais également de son rapport à l'État, sachant que les étudiants ont souvent été et continuent à être vus par les régimes comme des menaces à l'ordre public. Là, rien que sur cette année, par exemple, quand j'étais à l'université Gamal Abdel Nasser à Conakry en mars dernier, j'ai été dans des amphis qui avaient été cassés il y a une dizaine d'années lors d'une manif étudiante. Et le gouvernement a décidé de ne pas reconstruire ce que les étudiants avaient cassé pour les punir. Sauf que les générations d'étudiants évoluent, donc finalement on punit des générations d'étudiants par simple question d'ego d'un dirigeant qui ne veut pas donner ce qu'il doit donner aux populations. D'un autre côté, on voit aussi des universités où on voit des mécènes, des milliardaires, parfois africains, qui un beau jour mettent peut-être 2 millions de dollars pour construire un amphi flambant neuf, une bibliothèque flambante neuve, mais dans laquelle il n'y aura pas d'ouvrage. Donc là aussi, on a ces logiques d'éléphant blanc. On a vraiment des disproportions sur le continent africain. Puis on a après quelques institutions qui sont assez, assez régulières. Au mois d'août, on était par exemple à l'université d'Egon à Accra, l'Institut d'études africaines. Donc là aussi, où il y a toute une tradition, beaucoup plus tournée justement sur ces modèles anglo-saxons qu'on peut retrouver également au Kenya ou en Afrique du Sud, où là aussi on a des circulations qui sont extrêmement intéressantes. Et les jeunes que j'avais emmenés à Accra, eh bien, la plupart, alors qu'ils étudiaient à la Sorbonne ou ailleurs, voulaient en fait savoir comment on s'inscrit à l'université Legon d'Accra. Donc il y a quand même des universités en Afrique qui sont très attractives, et on voit aussi de plus en plus d'écoles ou d'universités occidentales ouvrir des campus en Afrique. C'est parfois souvent très intéressé parce que ça vise une classe moyenne, une petite bourgeoisie, une jeunesse qui a les moyens, et c'est souvent lié à des études commerciales. Donc il y a quand même des choses qui se développent. On voit très clairement que la question de l'éducation, la question de l'enseignement, la question de la connaissance, c'est probablement le grand trésor du XXIe siècle, de la même manière que c'est cette connaissance qui avait fait au XIIIe siècle du Mali de Kankan Moussa le territoire le plus riche de l'histoire de l'humanité. Donc ça, c'est des éléments, je pense, dont on doit tenir compte, c'est-à-dire qu'il y a des évolutions, il y a des situations que l'on retrouve et en même temps qui je dirais, sont vraiment révélatrices de cette fracture entre le Nord et le Sud et aussi de cette fracture générationnelle. Donc tous ces éléments-là, je pense que on ne peut y répondre, en tout cas on ne peut y apporter des solutions qu'en s'inscrivant vraiment sur le terrain politique. Donc quelle est, je dirais, quels sont je dirais, les garde-fous à mettre en place pour que la recherche scientifique puisse avoir à la fois un impact sur les politiques, notamment les politiques publiques, et non pas effectivement, comme l'a souligné Pierre, les politiques de développement, sachant que le terme de développement est très controversé et très polémique. Il nourrit justement toute une nuée d'experts, de chercheurs qui viennent finalement récupérer des savoirs qu'ils n'ont pas produits et qui parfois les travestissent. Dans cette logique également de marché, il y a la question bien évidemment de la publication, puisque si vous envoyez un manuscrit en mettant Université Cheikh Anta Diop de Dakar et Université libre de Bruxelles, vous avez plus de chances d'être, je dirais, qualifié ou pris en mettant Bruxelles que Dakar, quoique ça évolue, bon apparemment, voilà. Mais c'est des éléments, je pense, très importants. Donc peut-être aussi des copublications, peut-être aussi valoriser davantage les publications africaines en les citant un peu plus. Donc ça renvoie à ce que j'expliquais tout à l'heure sur la décolonialité des savoirs. Et puis continuer à construire des réseaux qui, d'une manière ou d'une autre, quelle que soit leur durabilité, vont donner de très belles histoires, puisque bien évidemment dans ces réseaux, ce sont avant tout des rencontres qui se font. Et au terme de ces rencontres-là naissent d'autres projets. Donc je pense que c'est cette logique propédeutique que l'on doit avoir. Et enfin, pour terminer sur le cas des universités africaines, il faut aussi savoir qu'il y a sur le continent africain beaucoup, enfin je ne vais pas dire beaucoup, mais en tout cas j'en connais quelques-uns et même pas mal, de centres de recherche endogènes qui sont à l'écart justement de ces systèmes universitaires, LMD, compagnie et autres.
où les sciences s'apprennent, où les langues s'apprennent, où l'histoire s'apprend. Donc tout n'est pas que dans l'institution, il y a beaucoup de choses qui se font hors institution. Et on doit aussi s'interroger sur ces savoirs périphériques qui sont en réalité des savoirs centraux. Et ce sont souvent ces savoirs périphériques que lorsqu'on est chercheur et qu'on va sur le terrain, qu'on va interroger en premier lieu. Donc il y a sans doute une révolution de la recherche à mener et je pense que le continent africain peut être ce terrain-là. Et l'intérêt du panafricanisme, justement, c'est d'avoir pensé cette révolution de la connaissance depuis 2 siècles, ce qui fait que souvent les militants panafricains, sans être présomptueux, ont 2 siècles d'avance sur beaucoup d'autres. Merci. Alors, on s'était dit en sélectionnant les textes qu'on n'allait pas vous abreuver juste de Sony Laboutancy, même si sa parole nous paraissait particulièrement prophétique. Mais autour de cette question de la coopération, on a trouvé un texte qu'on n'a pas pu s'empêcher de vouloir partager avec vous, où Sony parle non pas de coopération, mais parle de cotisation. Et donc la manière dont, pour surmonter ce qu'il appelle une défaite de la pensée et de la conscience, nous tous pouvons cotiser à notre fonction d'humain. Je ne vous apprendrai rien sur la crise qui gouverne notre monde aujourd'hui. On l'appelle crise économique, ce qui prouve bien que notre époque ne pense pas beaucoup. Parce qu'elle est en réalité une crise de la culture, une défaite de la pensée et des valeurs, une crise de la conscience. Elle se manifeste sur le terrain de l'économie mondiale, mais l'économie mondiale n'est pas un lieu de culture, mais une cage pour la barbarie. Un lieu de fabrication du désespoir, de la mort, du suicide, de la guerre, du découragement, de l'impuissance et du mensonge. En un mot, un lieu de défaite pour l'esprit. Sommes-nous capables de produire une économie, lieu d'espoir, de vie, d'intelligence, pour endiguer l'arbitraire, la médiocrité, l'ignorance, la mort? Parce que la seule réponse que l'humanité puisse donner à la mort, au fanatisme et au bâclage reste, hélas, l'ingérence de la conscience humaine dans les affaires intérieures du monde. À condition bien entendu, que cette nouvelle conscience assure la promotion et le respect absolu de ce qui nous rapproche fondamentalement, notre différence. Parce que le salut est dans la différence acceptée, vécue comme telle, gérée comme un trésor, comme une volonté de cotisation. L'universel ne saurait être qu'une cotisation volontaire des génies, des facettes, des regards, des routes et des apports. Et l'appel au développement, qui est devenu le lieu commun de toutes les arrogances, doit être non pas une foire de sophistication ou de mode d'emploi, mais une cotisation de volonté, d'aspiration, de franchise, de réalité profonde. Et ces réalités se présentent devant chaque homme comme notre défi fondamental à notre fonction d'humain. Sony Laboutancy. Alors le débat touche maintenant à sa fin, donc je vais remercier toutes les personnes qui nous ont aidés à
à rendre cet événement possible, le service international de l'ULB, le comité de coordination d'Afrique at ULB, l'ONG ULB Coopération, le département des sciences de l'information et de la communication de l'ULB, dont les étudiants se sont mobilisés pour enregistrer l'événement de sorte qu'il puisse être après regardé par les gens qui n'ont pas pu être avec nous ce soir ou écoutés à la radio. Alors, je remercie aussi évidemment les artistes, Étienne Minungu, le Rémi Brika du Burkina Faso, Simon Winsey, multi-instrumentiste. Pierre Vaiana. Je remercie aussi nos deux orateurs, Pierre Demaret et Hamzat Boukari Yabara. Et peut-être avant de conclure, je vais leur demander à chacun, à l'écoute de ces textes de Sony, à l'écoute de cette musique, voilà, est-ce que vous avez une petite réflexion finale à partager avec nous ? Oui, moi je voulais juste souligner que les textes, je n'en avais pas connaissance avant de venir, mais en fait ils s'intègrent parfaitement dans tout ce qui a été dit. Donc je crois que je remercie encore une fois Étienne, Marie-Soleil, Pierre Demaret et également Simon et Pierre. Voilà. Et je crois que la littérature c'est quelque chose de très important. Quand vous regardez l'histoire de l'Afrique, les romanciers africains, les poètes africains ont énormément apporté à la réflexion, à l'humanisme qui fait la spécificité du continent africain. Et le fait qu'on ait choisi, je pense, des textes de Sony Laboutansi et de Aimé Césaire est extrêmement important. C'est par la littérature que le combat abolitionniste s'est mené. Il fallait démontrer que les Noirs étaient capables de produire des œuvres littéraires comme n'importe quel groupe de l'humanité. Et donc la littérature, encore une fois, c'est, je pense, un élément très important à toujours avoir près de soi quand on avance dans des difficultés et qu'on cherche à s'en sortir. Donc encore une fois, merci pour l'invitation. Quand on réfléchit à l'Afrique, je pense qu'on oscille tous entre optimisme et pessimisme en fonction des moments. Et moi, personnellement, c'est toujours l'optimisme qui finit par l'emporter parce que je trouve qu'il y a en Afrique une chose extraordinaire, c'est une inventivité, c'est une créativité, c'est un dynamisme qui permet de surmonter tout in fine. Et je pense que ça, c'est le grand message d'espoir et à travers tout, moi, je reste fondamentalement optimiste grâce à ces grands artistes dont on avait quelques-uns d'ailleurs parmi nous ce soir. Je pense que c'est vraiment le message d'espoir et aussi de distance et de réflexion critique. Alors, le mot de la fin ce soir, il reviendra à un autre auteur congolais qui s'appelle Dieudonné Nyanguna. Et je pense qu'il a encore une petite chose à nous dire. Comment arriver à demain ? Et comment demain finira-t-il ? Et lesquels seront là pour tenir la main au futur, qu'il ne tremble pas, qu'il sourit ? Quels hommes de demain seront si forts pour oublier tout ce que nous avons vécu, oublier les races, les différences, les bords politiques, les tribalismes exacerbés qui ont massacré les pays d'où nous venons, qui ont mis à feu et à sang tout un continent, le plus vieux du monde, ne laissant que les rouages de la corruption prendre le dessus sur le sang. Qui ? Lesquels ? Dieudonné Nyanguna. Voilà, qui ? C'est vous, c'est nous, c'est Afrique at ULB, tout un programme. Pour remercier nos intervenants, on va leur offrir des petits chocolats faits avec de la fève de cacao de Côte d'Ivoire, chocolat ULB, n'est-ce pas ? Et puis, vous êtes évidemment tous conviés à continuer la fête avec nous. Donc, le buffet sera servi en bas,
et puis sera aussi accompagné de musique. On n'avait pas assez de temps pour pouvoir vous donner la parole, mais bien sûr, le débat continue. Merci à tous pour votre présence.